faudra gagner les matchs. Les matchs, personne ne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes. Contre toutes les équipes, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis être toujours très concentré. Si on joue comme aujourd'hui et qu'on met la même envie, je pense que ça va le faire. C'est beaucoup de fierté, c'est énormément de sacrifices. Sur ces 2 dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. 6 matchs, 6 finales, il faut vraiment gagner, il faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour ramener ce titre ici en Suisse romande. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Championne, votre podcast consacré au Servette FC Chénois féminin. On est ici avec Arthur Miffon. Salut. Salut Victor, salut Lucas. Et Lucas Arrojo qui est aussi avec moi pour cette émission. Comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Super, merci. Victor Perrin à la présentation. Vous pouvez retrouver ce podcast évidemment sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple, tout ce qui existe sur cette terre. Et puis, c'est l'occasion de revenir dans ce match sur certaines petites choses qu'on a vues il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la reprise du championnat avec évidemment Servette qui affrontait le FC Zurich. Ça se passait dimanche du côté de la Fontenette. Un score de 1-1 qui reflète finalement un match assez équilibré. Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi, par exemple, Lucas ? On a senti un Servette un peu en reprise. On a senti que c'était le premier match du championnat, il fallait que les automatismes reviennent. Et justement, un peu à demi-teinte, on a senti peut-être un bon début de première période, mais peut-être un relâchement sur la fin, peut-être dû à justement aux reprises de la compétition. Ouais, parce que si on fait un peu le débriefing du match, on a eu une entrée tonitruante de Servette qui a essayé de monopoliser assez vite le ballon. Et puis une récupération à mi-terrain très rapide avec une frappe de mule de Sandrine Moron, l'internationale suisse, à la 11e minute environ, qui a terminé sur la latte. Toi, Arthur, qui est aussi photographe pour Servettien.ca, je vais y arriver, du bord du terrain, tu la voyais dedans, je pense. Ouais, c'est sûr. Bon, la gardienne, elle a pas l'air d'être très loin de la toucher, mais grosse frappe des 20 mètres, bonne récupération. Après, elle a la chance aucune joueuse zurichoise vient sur elle, donc elle a tout le temps de préparer sa frappe. Superbe frappe qui meurt sur la latte, malheureusement. Ouais, on sentait un peu de frustration évidemment de Moron suite à cette frappe, parce que c'est quand même un match à enjeu. Au final, on sait que Zurich talonne Servette au classement en étant deuxième à égalité avec Getse. En tout cas à l'heure actuelle, c'est vrai que ce match aurait pu faire basculer un petit peu le championnat, la recherche de cette première place qui permet d'être en avantage évidemment pour les playoffs, et puis être techniquement champion de la saison régulière en attendant d'être la vraie équipe championne du championnat après les playoffs. Mais voilà, du coup c'est vrai qu'on avait on sentait un petit peu les équipes qui essaient de se trouver. Puis on a eu ce but de Philippa à la 16e minute, là encore un éclair de génie pour celle qui maîtrise à la perfection les coups francs depuis le début de saison. Lucas, je sais pas si toi t'as pu admirer un petit peu ce chef-d'œuvre, ou alors si tu regardais tes réseaux sociaux pendant que tu faisais la couverture. On avait suivi ce coup franc. Et on a l'habitude en plus que Philippa, sur coup de pied arrêté, elle est très, très, très forte dans ce domaine-là. On s'attendait tous à un centre et finalement, même dans un angle fermé, elle arrive à bien le placer. Grande joueuse, coup de pied arrêté en tout cas. Ouais, on se rappelle aussi qu'elle a été recrutée, elle a été passée du côté de Glasgow. Ça devient une habitude parce qu'on a vu Kumbasso arriver cette année. On en parlera un peu plus tard, mais de Paris FC. Donc comme si les équipes que Servette affrontait en tour préliminaire, en tout cas de Champions League, permettaient un petit peu de renforcer l'équipe. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette entame, ce but de Philippa à ce moment-là? Ouais, elles sont vraiment bien rentrées dans le match. C'est vrai que comme on disait, c'était un match important. Je pense surtout un match à ne pas perdre. On s'attendait à un match un petit peu tendu, mais les 30 premières minutes, elles ont vraiment répondu présentes. Elles ont gagné les duels au milieu du terrain et ont procuré vraiment pas mal d'occasions. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, il y a eu ce but et en fait, dans la foulée, on sent que l'équipe a perdu un petit peu le leadership qu'elle avait au début de ce match, parce que justement, il y a eu une action chaude à la 16e minute, dans la foulée de la 16e minute où
voilà, un tir passe proche d'être dans le fond des filets de Inès Pereira. Et puis ensuite, il y a la 35e minute, ce centre coupé par Obinger qui permet de revenir dans le match. On sent une erreur aussi de marquage de Elodie Nakache, ce qui est assez rare de sa part, elle qui tient très bien le milieu de terrain normalement. À ce moment-là, on sent Servette un petit peu se relâcher quand même. Ouais, un peu aux fraises, ouais. En effet, sur cette action, on sent... c'est peut-être un peu aussi l'habitude de Servette dans le championnat. Je pense qu'ils prennent assez rapidement les devants contre des équipes comme dans le championnat. Mais là, c'est Zurich, enfin, c'est pas n'importe qui et c'est les rivaux. Clairement, c'est la seule équipe qui peut un peu rivaliser avec les Servette. Et peut-être que ça marche de se relâcher contre des équipes comme Yverdon, Haro, tout ça. Mais contre Zurich, on le paye assez vite, quoi. Tout à fait, surtout qu'il y a eu cette pause à la mi-temps et même à la suite de cela, on voit que Servette a un petit peu galéré encore à la reprise. C'était vraiment assez compliqué, même de part et d'autre, pas trop d'action, j'ai l'impression. Puis une action finalement annulée pour hors-jeu, mais Zurich qui marque quand même encore une fois à la 68e minute. Et là encore un marquage un peu laxiste de Philippa. Donc si vraiment il n'y avait pas ce centimètre d'hors-jeu qui est assez bien sifflé justement par l'arbitre à ce moment-là, ça pouvait être la catastrophe pour Servette, c'est sûr. Et puis voilà, parlons de l'arbitre d'ailleurs, vu qu'on en parle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je sais pas, toi Arthur, depuis le bord du terrain, est-ce que tu trouvais qu'il maîtrisait assez bien son sujet? Nous, depuis les tribunes, on a l'impression qu'il était un poil laxiste et qu'il devait un peu plus sortir les cartons, et je pense de part et d'autre en fait. Ouais, je pense qu'il a décidé un petit peu au début du match de mettre pas vraiment de carton, et puis il s'est fait laisser dépasser par les événements parce que petit à petit le match s'est tendu et il y avait beaucoup d'agressivité des deux côtés, mais à la fin surtout des Zurichoises. Et il est resté un peu dans sa ligne de ne pas mettre de carton, mais je pense que ça aurait mérité pour tenir le match un ou deux cartons sur certaines actions où il y avait un peu trop d'agressivité. Oui, surtout vu l'enjeu du match, c'est deux équipes rivales qui s'affrontent et du coup physiquement c'est plus physique, et là l'arbitre doit jouer le rôle d'intermédiaire pour calmer le jeu, pour laisser que ça ne tourne pas à une véritable purge, quoi. Et puis ça fait penser aussi à la finale de play-off qu'il y a eu en juin. C'était un peu le même scénario où tu avais des joueuses zurichoises qui faisaient beaucoup de fautes sur les Servettiennes et ne donnaient pas de carton. Tout à fait. En fait, on remarque que le seul carton qui a été donné, c'était à la 92e pour l'entrante d'Aina Bourma. On se rappelle, c'était une situation un peu confuse, mais à un moment, c'était presque anecdotique d'en donner un à la 92e quand tu sais que tout le match est complètement tendu. C'est vraiment deux équipes qui se tirent la bourre à chaque fois ce qui devient des matchs très intéressants tactiquement et au niveau de l'intensité. Mais à un moment, il faut protéger aussi les joueuses, et je pense que c'est de part et d'autre, parce que même à titre personnel, j'ai vu aussi Nakache qui était assez nerveuse des fois à mi-terrain. Mais de l'autre côté, Zurich, et c'est pas la première fois, prend vraiment à cœur ces matchs, mais presque trop à cœur. Et en fait, je pense qu'à un moment, il faut que les arbitres ils soient un peu plus secs. Et pour moi, j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais depuis le début de saison, les arbitres sont hyper laxistes. Ouais. Il y a peu de moments où il y a des rouges ou des jaunes. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est du foot féminin puis que c'est des arbitres qui ont un niveau quand même inférieur à ce qui est offert pour les hommes en Super League, évidemment? Enfin, évidemment, non, pas évidemment. Ça pourrait être aussi des professionnels qui soient là puis qui soient un peu plus performants. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus précis aussi dans leur jugement, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et puis, c'était la petite parenthèse arbitre, vu qu'on en parlait en off et on trouvait intéressant d'en discuter. Puis, malheureusement, fin de match, à la 80e, une contre-attaque, mais alors qui semblait bien partie. Et là, patatras, enfin, je sais pas, Lucas, ton point de vue. C'était Coronen qui lance Bourma sur le côté, presque face à la gardienne. Et là, elle avait deux options. Soit elle affrontait la gardienne en piquant un sprint face à face, soit elle la remettait à Coronen en retrait, et elle a fait aucun des deux choix. En fait, elle est restée un peu en retrait, elle n'a pas vraiment sprinté, elle s'est fait rattraper par la défenseuse, et du coup elle tire un peu à la hâte et puis ça part au-dessus, quoi. Ouais, c'est étonnant. Par exemple, il y a Coronen qui est vraiment pour le coup qui est toute seule.
qui était un peu mieux rentré dans le match. Peut-être on parlera un petit peu de Coronen après, mais qui est un peu plus rentré dans son match à la fin, voilà, malheureusement. Donc c'était peut-être une occasion vraiment manquée de vraiment prendre les devants face à Zurich. Moi je vous propose, on a eu l'occasion de discuter à la fin du match avec Eric Séverac. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Et puis on va se faire un petit moment, on écoute le coach servétien pour se donner un petit peu le goût de ce match, en espérant que ça fonctionne. C'est parti. Ouais, en fonction de la physionomie du match, on peut dire que soit on a gagné un point par moment, soit on en a perdu 2. Je pense que le match nul est équitable, même si la fin de match est vraiment pour nous. Mais bon, voilà, c'est un match équilibré, je trouve, pour une reprise avec un niveau assez intéressant. On a essayé de jouer. Après, Zurich a toujours été dangereux, donc voilà. Mais je pense que le point est normal par rapport à la physionomie du match. Alors je pense qu'au plan défensif, on a été pas relativement bien. Je pense que c'est offensivement, on a plusieurs occasions, en tout cas plusieurs dernières passes qui ont manqué un petit peu leur cible. Donc en corrigeant un petit peu ça, je pense que ça aurait pu être nettement mieux. On aurait pu marquer 1 ou 2 goals, mais voilà, c'est le foot, hein, ça fait aussi partie des petits réglages à trouver en début de championnat. Donc pas de gros soucis pour la suite. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est surtout l'adversaire qui nous a empêchés de trouver nos automatismes de d'habitude. Mais voilà, il fallait retrouver un petit peu ce championnat, ce goût du championnat. Je pense qu'on l'a pas si mal fait. Donc maintenant, il faut encore perfectionner les choses. On voit que Zurich sera un adversaire intéressant pour la finale. Non, j'ai pas trouvé plus forcément difficile. Je pense que nous, on était moins bien dans le rythme. On a laissé un petit peu trop parfois le ballon. Je pense qu'après le 1-0, on aurait pu mieux faire sur la gestion de ce temps faible en milieu de deuxième mi-temps dans lequel on a pris ce but. Bon, alors c'est clair qu'on partait dans l'inconnu, mais finalement nous on ne se préoccupe pas forcément de ce qu'elles vont présenter. Aujourd'hui, on l'a vu, ça change rien d'habitude, donc c'est des longs ballons devant, il faut être attentif et puis gagner ces duels aériens. Donc rien de particulier, rien de nouveau sous le soleil du côté de Zurich, c'est le même jeu. Nous on se focalise sur nos qualités et puis il faudra améliorer justement ces petits détails offensifs. Non, je pense que le début de deuxième mi-temps était à l'avantage de Zurich. Elles sont rentrées un petit peu dans ce match. Il fallait qu'elles gagnent aujourd'hui pour essayer de recoller. Donc c'était tout à fait normal. Et puis nous, je pense que offensivement, on manquait un petit peu de jeu. On n'avait pas forcément 90 minutes dans les jambes pour certaines choses. Donc ça s'est un petit peu vu. Et puis après, une fois que Kumba est rentré, ça a été nettement mieux. Et je dirais que pour moi, le dernier quart d'heure, 20 minutes, on a 4-5 occasions franches et on doit faire la différence. Voilà, c'est là qu'il faut régler les détails. Voilà, donc le retour d'Eric Séverac sur ce match, toujours très intéressant. On le remercie de venir parler aux médias à la fin des matchs et de nous donner un peu ses impressions. C'est toujours pertinent. Voilà, l'occasion est toute trouvée aussi de parler de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans ce match, au niveau notamment des joueuses. On commence par ce qu'on a un peu moins aimé? Peut-être. Allez, on commence par le négatif. On a relevé 3 joueuses. Alors, c'était pas catastrophique évidemment, mais voilà, qui étaient peut-être un peu moins dedans. On en a parlé avant. Il y a Elodie Nakache, peut-être à mi-terrain, qui était moins présente, un peu nerveuse. C'est ce qu'on disait auparavant. Je sais pas pour vous si c'est aussi quelque chose que vous avez ressenti, mais c'est vrai qu'elle tenait un peu moins bien le milieu de terrain, selon nous, par rapport à d'autres matchs. Ouais, et pas mal d'imprécisions aussi dans ses passes. 2-3 fois, elle a raté des passes simples et peut-être c'est juste dû à la reprise ou justement parce qu'elle était un peu stressée ou sur les nerfs à cause du jeu à mi-terrain. Mais on l'a ressenti un peu pas dans ses plus grands jours, quoi. C'est vrai. Je pense qu'on peut passer aussi à une autre joueuse qui nous a pas non plus transcendé. Et c'est un peu souvent, depuis ce début de saison, c'est Coronen, l'attaquante, qui est muette ce match-là, qui ne marque pas et qui ne marque pas souvent non plus cette saison. De votre point de vue, qu'est-ce qui manque encore à Coronen pour vraiment être indiscutable sur la pointe de l'attaque ?
faudrait qu'elle fasse des meilleurs appels. Elle est souvent un peu lente dans ses déplacements. Et puis, même si alors, la dernière occasion, elle joue bien le coup avec Bourma, mais sinon assez transparente pendant le match. Il faudrait qu'elle essaye d'aller plus en profondeur, faire des appels, être plus dynamique en fait, et pas attendre le ballon. C'est vrai qu'il y a un manque de dynamisme. Je pense qu'elle a une puissance qu'elle peut exploiter. C'est une personne assez solide, mais elle n'exploite pas cette puissance. Et comme on a pu le constater depuis les tribunes ou comme toi depuis le bord du terrain, il y a ce manque un petit peu d'envie de perforer les défenses, ce que fait beaucoup mieux Padilla, mais elle a plus un rôle d'ailière évidemment. Voilà, c'est vrai que c'est une joueuse, malheureusement on en parle souvent en émission, mais en fait c'est vrai qu'elle ne nous transcende pas, quoi. Et Lucas, on en parle aussi au stade, et on est frustré parce qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Il y a des bonnes joueuses sur les ailes, des bonnes centreuses aussi, donc dommage pour Coronen pour l'instant. Dommage en effet, mais il y a quand même, on peut noter quand même à la fin du match où elle s'est un peu mieux, elle est un peu mieux rentrée dans le match, mais c'est surtout suite à l'entrée de Sceaux qui lui a permis d'avoir un soutien en attaque, et c'est peut-être le rôle qui lui est attribué de base qui ne lui correspond pas peut-être. C'est plus une attaquante qui préfère jouer avec un binôme où elle peut avoir un soutien derrière elle ou justement devant pour lancer les offensives. Mais c'est vrai que seule, dans un 4-3-3, en tant que buteuse, elle a un peu de difficulté dans les déplacements. Surtout quand ça vient des côtés, peut-être des appels de balles qu'elle manque, en fait cet instinct un peu du buteur de piquer au premier poteau ou de rester en retrait, souvent elle se cache derrière le défenseur, et puis on a du mal à la trouver. Et même je crois pas que je me souviens pas d'une fois où elle a eu un centre où elle a pu mettre la tête. Peut-être justement c'est pas trop son rôle de jouer à ce poste-là ou à ce rôle-là. Ce poste-là oui, mais peut-être avec un soutien. Et du coup, c'est peut-être cette configuration, qui ne lui correspond pas, ou qu'elle doit s'améliorer tout simplement dans cette configuration. C'est vrai. Et puis voilà, t'en parlais juste avant, Sceaux qui vient d'arriver au club depuis le Paris FC. Alors oui, pas beaucoup de minutes, elle avait fait que 5 entraînements, je crois, avec Servette. Donc c'est tout à fait logique en fait que ça n'ait pas été le maillon peut-être fort de cette équipe en rentrant. Mais voilà, elle a amené cette possibilité en plus pour Coronen de se libérer un peu sur le front de l'attaque. Mais ça manquait un petit peu de tranchant, je crois, avec Sceaux. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment pas pour lui jeter la pierre. Elle vient d'arriver, elle doit encore un peu s'adapter. Elle a fait des bonnes choses, mais on connaît ses qualités. On se réjouit de la voir quand elle sera à 100%, parce que je pense qu'elle va vraiment peser sur les défenses adverses. Là, je trouve qu'elle a touché assez peu de ballons. Elle ne savait pas trop comment se placer. Je pense qu'il faut qu'elle trouve les nouveaux automatismes avec ses coéquipières. D'autant plus que on connaît ses qualités. C'est une joueuse qui est internationale suisse, qui a été d'ailleurs appelée en sélection là, pour les prochains matchs qui se jouent dans ces prochains jours. Et puis voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a relevé comme joueuse un peu en DSA. Par contre, au niveau des tops, là c'est intéressant. On a justement le pendant de Nakache à mi-terrain, où justement on trouve que Sandrine Moron, elle a été très très omniprésente à mi-terrain. Elle a vraiment balayé, relancé, était un peu la cogna de Servette FC Chénois féminin. C'était hyper intéressant de l'avoir joué. Je sais pas pour vous, c'était aussi... Elle était au four et au moulin, comme on dit. C'est vrai qu'avec ce match qui était assez tendu, c'était finalement une bataille au milieu du terrain. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Ça s'est vraiment joué sur le milieu de terrain, et puis elle a eu un gros travail à faire, et puis elle était partout, quoi. Ouais. Elle est là depuis août, et on a l'impression qu'elle est là depuis 2-3 ans et qu'elle s'impose si facilement dans l'effectif. Mais après, on sent ce côté, c'est quand même une joueuse internationale suisse et qui a de l'expérience, et on le sent. Mais tout de suite, moi je vois aussi, c'est la même chose avec Clé Marron, du coup qui n'a pas fait une entrée fracassante dans ce match, assez discrète par rapport à ce qu'elle a l'habitude de donner. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce milieu Moron, Clé Marron, c'est une pépite, quoi. Donc on sent des joueuses qui connaissent bien le foot, et ça fait plaisir. Nakache aussi, ouais, dans tout. Surtout quand il y a ce trio, en fait, on sent que c'est vraiment un trio qui fonctionne bien. Dans un second temps, on a trouvé que Pereira a tenu son match, parce que c'est quand même des matchs à enjeu.
Elle a fait des arrêts décisifs, elle a été sereine derrière, et je trouve qu'elle a bien géré sa défense en termes de leadership. Après, bon, voilà, on sent qu'il y a eu des erreurs de marquage qui ont pu amener des buts ou potentiellement des buts du côté de Zurich, mais c'est pas elle qui est vraiment remise en cause sur ces actions-là pour moi. Je trouve qu'elle a vraiment été solide derrière. Ouais, sur le but de Zurich, elle y peut rien. La joueuse zurichoise qui coupe à 5 mètres. Et puis, elle peut rien faire, mais sinon elle a fait des super bonnes sorties, dont notamment une dans les pieds d'une attaquante zurichoise qui aurait pu être très dangereux. Elle sort dans les pieds sans hésiter. C'était surtout dans une période un peu compliquée pour Servette. Je crois que c'était d'ailleurs à la reprise. Début de deuxième mi-temps. Exactement, ouais, donc c'était hyper important. Et puis en troisième lieu, on a mis Philippa qui nous sort une masterclass en coup franc, évidemment, qui a quand même bien tenu, je pense, son côté gauche, malgré des fois peut-être un petit peu des erreurs de marquage, mais c'est une joueuse plutôt offensive, une arrière offensive dans son rôle, et je trouve elle tient bien, elle fait la bonne combinaison avec le milieu de terrain et l'attaque aussi. Ouais, non, clairement, elle a su s'imposer sur ce couloir gauche depuis le début de la saison. Et sur les coups de pied arrêtés, on peut rien redire. C'est magnifique. Une fois sur deux, ça finit. Ça finit. C'est du Ronaldinho, quoi. Et voilà, c'est ça. Juninho. Ronaldinho. Ouais, exactement. Que les prodiges du coup franc. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce match. Moi, je vous propose, on passe sur un deuxième petit sujet qui s'appelle retour de transfert. C'est parti. Alors, retour sur les transferts de cet hiver. On va dire que c'était tranquille, hein, vraiment tranquille. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Contrairement à l'année passée où ça fusait assez dans tous les sens, cette année, c'est aussi la preuve que je pense que l'effectif a été bien construit au début de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de changements qui s'opèrent. Malheureusement, on a eu l'annonce de la retraite quand même définitive maintenant de Marta Perrault, pardon, je vais y arriver, que l'on salue évidemment, et puis qui ne fait plus partie de l'effectif en raison de ses problèmes de santé récurrents. Et à la place, on va lancer tout de suite le sujet. Il y a eu cette arrivée de Kumbasso, l'attaquante au milieu de terrain. Eric Sévrac ne sait pas trop encore se prononcer ou la placer, mais joueuse importante qui a joué à l'époque au FC Zurich, qui s'est formée aussi aux États-Unis pendant 4 ans, qui a joué 3 ans et demi au Paris FC, donc quand même dans un club qui compte en Europe et notamment en France. Et puis qui vient en fait vraiment en pige sur 6 mois parce qu'elle est là jusqu'à la fin de cette saison. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de cette joueuse de 28 ans justement ? Ouais, c'est l'arrivée parfaite. On en parlait au dernier podcast qu'il manquait peut-être un petit quelque chose en attaque. Je crois que là, il ne pouvait pas rêver mieux. Elle est internationale suisse, elle est une joueuse de grande qualité. Je pense qu'elle vient vraiment combler le tout petit manque qu'il fallait pour aller chercher ce titre et puis pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors je ne sais pas si elle va prolonger ou pas. C'est vrai que là, elle vient juste pour 6 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été discuté, mais en tout cas là pour cette fin de saison, je pense que c'est vraiment une super arrivée. Et puis tout l'effectif va pouvoir aussi prendre de son expérience. Ouais, moi je pense que c'est aussi, à mon avis, c'est 6 mois d'essai en gros. Si elle voit qu'elle s'intègre bien, parce que aussi c'est une joueuse qui a vécu un moment à l'étranger, elle revient en Suisse aussi, je pense, avec peut-être de la déception, peut-être de plus trop s'imposer au Paris FC. Et puis du coup, je pense que l'idée c'est aussi de se relancer. Moi je sais pas, je pense que c'est un bon pari tenté. Si ça fonctionne pas, ça aurait été une joueuse qui aura peut-être amené beaucoup pour, comme tu dis, le titre. Et si peut-être on gagne le titre justement, ça permet d'ouvrir les possibilités pour la Ligue des Champions. Et je pense que là, il y a clairement moyen qu'elle puisse re-signer, quoi. Toi, t'en penses quoi, Lucas, malgré cette entrée un petit peu encore approximative au match contre Zurich, mais bon, c'est normal, elle avait que 5 entraînements dans les jambes. Non, je trouve que c'est une très bonne recrue et une recrue de ce calibre-là, en plus en hiver, c'est quelque chose qui fait du bien. En plus, ça remplace, comme tu as dit, Marta Perrault qui a pris sa retraite. C'est du poste pour poste, littéralement, quasiment. Et ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin de faire plus de recrues parce que l'effectif a été bien construit en été.
On a bien su doubler chaque poste. Mhm. Et là, justement, on a une qui est partie. Et puis voilà, juste derrière une qui remplace. Et en plus, une joueuse, pas n'importe quelle joueuse, une internationale suisse qui vient remplacer une joueuse qui était partie à la retraite. Du coup. Ouais. Mhm. Donc super bonne recrue du club, très beau travail de recrutement comme d'habitude. On a aussi eu l'information que Ilona Guédé est repartie au club mais reprêtée au CD Patreon. Je ne sais pas si je prononce très bien. Encore en Espagne, histoire de s'aguerrir un petit peu. On verra un peu son rôle l'année prochaine. Peut-être que c'est une joueuse qui ne comptera plus pour l'effectif, peut-être que oui, mais c'est vrai qu'on sent que là, l'effectif est tellement riche qu'il faut faire sa place et ça devient très compliqué maintenant. On voit Alice Berti qui est de moins en moins impliquée, elle qui était venue en prêt depuis la Juventus. Donc voilà, c'est une concurrence énorme et d'autant plus que deux joueuses qui jouent sur les ailes, Padilla et Bourma, ont prolongé jusqu'en 2024, donc une année de plus avec Servette. Moi, je suis surpris pour les deux en fait parce que Bourma ne joue pas beaucoup, mais peut-être qu'elle se complaît dans ce rôle de joker où elle rentre, elle essaie d'insuffler quelque chose sur le côté gauche. Et puis Padilla, c'est la cerise sur le gâteau, cette joueuse est incroyable cette année. C'est la joueuse star. C'est la joueuse star et on a réussi à la prolonger une année de plus. Ça fait du bien parce que c'est une joueuse qui aurait du coup bien, qui sera passée chez nous et qui aurait bien fait toute sa formation pour ensuite peut-être partir sur un club plus grand, plus en adéquation avec son talent. Mais pour Servette, c'est que du positif parce que c'est une joueuse de très bonne qualité et qui va apporter beaucoup une saison de plus du coup au Servette FC et peut-être pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ce qui me fait peur, mais positivement, c'est la marge de progression. Je veux dire, elle est jeune, elle a dans les 21 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est au club. On sent que progressivement, elle s'affirme de plus en plus. Et là, ça veut dire qu'on a encore une saison et demie pour sûr au club, à moins qu'il y ait un transfert payant qui se passe peut-être cet été. Qui sait, et puis ce serait bien aussi pour le club de gagner un petit peu de sous par rapport à des joueuses qu'on forme et puis qu'ensuite qu'on laisse partir vers d'autres vents. Mais c'est vrai que elle fait une grosse saison à Arthur, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Ouais, c'est vraiment la joueuse, on en parle à chaque podcast, je crois que c'est la joueuse qui est la plus remuante sur le terrain. Tout le temps en train de déborder sur la gauche, elle amène des centres, elle déstabilise les défenses. Vraiment une joueuse de grande classe. Et on espère que c'est une joueuse de grande classe qui va s'affirmer pour les prochaines séances. Je vous fais un petit jingle et on parle tout de suite des prochains matchs et notamment du match de coupe. Alors, on constate justement qu'il y a un match, il y a une pause internationale ces prochains jours avec notamment 5 joueuses qui sont parties en pause internationale. On compte Sandrine Moron, Kumbasso pour l'équipe suisse. On a aussi Inés Pereira qui part pour le Portugal, Natalia Padilla pour la Pologne et puis Elodie Nakache pour le Maroc. Donc ça fait quand même 5 joueuses dans l'effectif qui sont bien installées en joueuses internationales, ce qui est hyper intéressant. On sait qu'il y a aussi Laura Felbert qui touche aux portes de l'équipe nationale, donc hyper bien. Ceci dit, ça fait une bonne pause avant d'attaquer le match de coupe, et le match de coupe c'est contre Getse. Getse, ils sont positionnés en 2e position du classement général, juste à égalité avec Zurich justement. À quoi s'attendre un peu de ce match qui va se jouer du coup dimanche prochain, dans une semaine? Ça va être un match tendu, c'est une bonne équipe du championnat, la preuve si elles ont le même nombre de points que Zurich. Donc il va falloir jouer vraiment sérieux et aller chercher ce match. L'objectif c'est la coupe donc, et le titre, mais pour avoir la coupe, il faut gagner contre tout le monde. Donc là, il va falloir y aller. Ça va être un match certainement tendu, mais clairement, elles ont la capacité. Je pense qu'on a gagné contre elles au premier tour, donc ça devrait aller. Mais Getse, c'est toujours une équipe qu'on a de la difficulté à jouer. Généralement, Servette,
Contre Getse, on s'impose à l'arrache, je crois. Premier match, c'était Premier match, 1-0. 1-0, Ouais, et vraiment l'année restreint. passée en coupe, je crois aussi, c'était en demi, non, qu'on avait joué. Ouais, il me semble demi aussi, ouais, contre Contre Getse. Getse, et c'était fini au tir au but, je crois. Ouais, du coup, Et, pas été en finale, quoi. Donc c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Ça sera à la portée de Servette. On le reconnaît, mais ça sera pas un match. Je vois pas un match facile en fait. Non, pas du tout. Et d'autant plus que c'est vrai qu'on regarde un peu les stats, on voit quand même c'est une équipe qui est très offensive. Elle a marqué 35 goals cette saison, plus que Servette qui en a marqué 31. Le point positif, c'est que Servette tient sa défense avec 6 buts encaissés en championnat, ce qui n'est pas le cas pour Grasshopper qui est plutôt à 14 buts encaissés. Donc le match, en fait, faut marquer, quoi. Faut s'imposer. Et puis, je pense qu'il y a moins ce cas du match contre le FC Zurich où il y a un petit peu cette tension latente entre les deux équipes. Il faut attaquer d'emblée. À mon avis, il y a vraiment moyen de jouer un bon coup et c'est possible de faire un beau résultat. D'autant plus que c'est un des objectifs, évidemment, de gagner cette coupe qui échappe aux Servettes depuis tout le temps là, et c'est une belle occasion de le faire. Ce match, on en parlait en off, se joue donc à 16h dimanche 26 À la Fontaine. à la Fontenette, sachant que l'équipe masculine joue à 16h30 au Stade de Genève le même jour. Pour moi, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas un moyen de trouver un horaire convenable pour l'un ou pour l'autre. Je peux comprendre qu'il y a des enjeux avec la Ligue, etc., mais c'est pas du tout dans l'intérêt du foot féminin, de la promotion du foot féminin, quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont voir les hommes et qui se déplacent volontiers voir les féminines. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Quelle aurait été la solution la plus intéressante ? Est-ce que Servette aurait dû jouer peut-être avant les gars à la Praille, juste décaler les horaires même en restant à la Fontenette? Arthur, t'en penses quoi de cette situation ? Ouais, c'est vraiment dommage. Surtout on l'a vu contre Zurich, il y avait 500 spectateurs quand même à la Fontenette, c'était assez bien garni. Alors on discutait, est-ce que c'est possible de jouer à la Praille avant les gars? Je sais pas comment, si au niveau des vestiaires, comment ça marche, si c'est vraiment faisable, mais ça aurait été une super idée pour promouvoir le foot féminin. Les gens auraient pu venir voir les deux matchs en même temps, l'un après l'autre, et ça aurait été vraiment super. Et puis aussi pour les filles, de jouer dans le stade devant plus de monde, ça serait aussi super chouette pour elles. Donc c'est vraiment dommage. Ouais, de créer un vrai événement en fait autour de Servette. Je trouve que là, ça fonctionne pas du tout. Il y a eu le cas l'année passée où on a eu, je crois que c'était un match qui s'est joué à 14h pour les filles et à 16h pour les gars, ou alors 16h et 18. C'est faisable, c'est un peu serré. Faut vraiment speeder à la fin du match de la Fontenette pour venir au Stade de Genève. Au moins ça, quoi. Enfin là, c'est pas possible. Et puis même pour nous, c'est frustrant parce qu'on aime bien suivre les deux clubs. Si c'est possible d'aller, on aime bien aller voir les deux matchs, couvrir les deux matchs. Donc ça va être un peu étrange, je Et trouve. en plus, c'est un match de coupe, quoi. C'est là où il faut ramener du monde à la Fontenette pour motiver les joueuses. Mais du coup, il y aura pas grand monde, je pense, parce que la plupart ont privilégié le Servette FC. Et c'est dommage parce que justement, c'est des matchs où on a besoin du public. C'est des matchs importants parce que ça peut très bien finir en prolongation, au tir au but, et c'est là où ça change, ça fait la donne. Et c'est vraiment dommage d'avoir pas su gérer cet agenda. Et puis, c'est tout bête, hein. On peut décaler le match de 2 heures. Je pense pas que pour la SFL, ça pose de problème de décaler un match de 2 heures ou de réajuster justement ses horaires. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà reporté des matchs. Et je pense pas que ça pose énormément de problèmes. Après, pour la Praille, jouer à la Praille, je pense que là, c'est plus des problèmes logistiques en termes de l'état de la pelouse, les vestiaires, la sécurité, les infrastructures, parce que je pense que parce que le stade n'appartient pas à Servette. Évidemment, la Praille, ça coûte plus cher que la Fontenette. Mais dans ce cas-là, juste mettre des horaires convenables où on peut regarder les deux matchs et se déplacer. Parce que les stades ne sont pas trop loin. Exactement, on n'a pas besoin de traverser toute la ville pour le faire. Donc je veux dire, même à pied ou aller en mobilité douce ou n'importe quoi, il y a moyen d'accéder assez rapidement aux deux stades. C'est vrai que c'est hyper dommage en fait. Et puis c'est pas la première fois qu'en fait aussi au niveau des horaires,
enfin là c'est pour le match de coupe, mais même en championnat, on reçoit les horaires très tardivement, je trouve. Des fois, ça change de jour à 3 semaines de l'événement. Je trouve il y a un côté et ça, je ne sais pas qui est la gestion. Je pense que c'est lié à cette Fontenette qui est aussi occupée par Étoile Carouge, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que c'est difficile de programmer, d'avoir des choses au niveau des matchs organisés qui soient clairs dans la tête de tout le monde. C'est vrai que par rapport à d'autres clubs, en tout cas de la Suisse Women's Super League, pardon. Ouais. Voilà, petite parenthèse du coup sur les coups de gueule sur les horaires qui sont pas non plus trop adaptés pour le dimanche 26. Cependant, on vous encourage quand même à aller soutenir les féminines parce qu'elles en ont besoin et puis c'est un match important. Donc voilà, on espère que tout le monde pourra se déplacer pour aller les voir. On compte aussi un prochain match qui sera joué en championnat. C'est contre Rapperswil, Yona, c'est ça. C'est le samedi 4 mars à l'extérieur. Donc pour ceux que ça tente d'aller faire une visite en Suisse allemande, allez-y, c'est à 19h. Mais nous, on va essayer en tout cas de couvrir le mieux possible ce match. Et puis ça, c'est les prochaines séances. Donc match de coupe et match de championnat. Il y a aussi le match contre Dijon, match amical, mais qui sera sûrement passé à la sortie du podcast. Exactement, c'est sûr qu'il y a un match qui s'est installé de manière un peu furtive ce vendredi 17 février à 16h contre Dijon. Évidemment, on espère une victoire des Servétiennes à l'heure où on parle dans ce podcast. Et puis je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup les gars d'être passés au studio pour discuter de tout cela. Merci à toi. Et puis on espère vous retrouver tout bientôt pour un podcast. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.